Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'alphabétisation familiale. Qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion, les amis, de parler de l'importance de la lecture dans nos vies. Et vous savez que pour moi, ça me tient... c'est tellement important. Les livres ont, depuis ma naissance, enfin, je me souviens pas du moment où j'ai eu un livre pour la première fois. Je dois remercier mes parents là-dessus parce que c'est les parents, je trouve, qui transmettent cet amour de la lecture. Ensuite, c'est le système d'éducation. Est-ce que vous avez été marqué par un professeur qui vous a dit « Ah, tel livre, il faut absolument que tu lises ça ». Est-ce que vous avez été marqué par des discussions que vous avez eues? Aujourd'hui, les clubs de lecture, heureusement, reviennent un peu à la mode, mais c'est comme si... faut que tu aies du temps pour... Hein? On voit ça souvent, c'est des gens à la pré-retraite, ou c'est comme un hobby, c'est un choix. Alors qu'à mon avis, la lecture ne devrait pas être un choix. Oui, tu peux choisir ce que tu lis, mais ça devrait être tellement important, bien ancré dans notre éducation, et ce, dès notre plus jeune âge. Et malheureusement, au Québec, on se classe au 8e rang des provinces canadiennes, hein, selon le programme pour l'évaluation internationale des compétences chez les adultes. Là, on se dit, ça serait peut-être urgent de développer le plaisir de lire chez nos jeunes. Puis cette discussion-là, on s'en parlait en décembre parce que c'était le Salon du livre de Montréal, puis on s'émerveillait de voir autant de jeunes et de familles y aller en se disant « Oh, on a découvert plein d'auteurs, puis notre littératie ici au Québec, elle est en bonne santé parce que regardez tout ce monde-là intéressé. » Oui, mais dans le quotidien, c'est pas si encourageant que ça. Combien de gens sont capables de lire plus que sujet, verbe, complément? Moi, je peux vous le dire, il y a bien des gens, ils lisent 2 phrases puis ils décrochent parce qu'il y a une mécompréhension parfois aussi d'un texte. Et ça, il faut être au courant, il faut être capable de bien comprendre l'écrit. On va en discuter avec le président pour la Fondation pour l'alphabétisation, André Huberdeau, qui est avec nous. Merci, André, d'être là. Bonjour. Amélie Lemieux est professeure agrégée en didactique de la littérature au secondaire à l'université. Didactique de la littérature au secondaire. Elle est prof à l'Université de Montréal, présidente de la section Québec de l'Association internationale pour la recherche en didactique du français. C'est quoi la didactique? La didactique, c'est la façon d'enseigner un objet. Le mien, c'est la littérature, entre autres. Comment on enseigne ça, la littérature, Amélie? On va Comment parler on donne ce le matin? goût de la lecture? Est-ce que c'est ça l'enjeu, André Huberdeau? Faites-nous un petit peu le point, là, vite, sur l'état de notre capacité à s'exprimer comme il faut en français. On dit souvent, il y a des chiffres, là, on dit trop de Québécois n'atteignent toujours pas le niveau 3, la compétence 3, ce qui veut dire comprendre des textes quand même assez denses, des structures de textes, des procédés rhétoriques. Déjà là, je suis sûre que j'ai perdu du monde. C'est quoi notre... Est-ce qu'on est bon ou on n'est pas bon? Je ne dirais pas qu'on n'est pas si mal, mais cependant, si on se compare à d'autres pays, c'est ce que fait l'étude dont vous avez cité tantôt, à ce moment-là, le Canada n'est pas dans les premiers. Il est toujours un peu à la peine et le Québec, c'est encore pire. Alors, dans ce sens-là, on a des progrès à faire, effectivement. Est-ce qu'on sait lire et écrire minimalement? Parce qu'on a toujours, vous êtes à votre fondation, vous regardez tout ça. Je pense qu'on a dit il y a quelques temps, c'était quoi? C'est 1 Québécois sur 4 qui n'a pas de niveau de compétence en... c'est pas bien écrit. Selon la dernière étude, les premiers résultats que nous sommes en train d'étudier, là, on dit que c'est 52% des Québécois qui n'atteignent pas le niveau 3. 52, c'est une personne sur 2. C'est ça. Et dans les gens qui travaillent, ceux qui ont des emplois, 46% des gens n'atteignent pas le niveau 3. Malheureusement, beaucoup plus de garçons que de filles. C'est une tendance que nous avons observée au Québec depuis, je pense que madame pourra en parler, mais depuis plusieurs années. Mais c'est majeur parce que si effectivement, il y a 46% des gens qui ont un emploi qui n'atteignent pas le niveau 3. On peut dire 1 sur 2 là, pour faciliter la conversation. Écoutez, avec ce qui s'en vient dans les prochaines années, là, pas dans 100 ans, là, dans les 5 prochaines années, les transformations que les entreprises vont devoir intégrer. On pense à l'informatisation des données, on pense à l'amélioration de la productivité dans les entreprises. Mais si vous n'avez pas atteint le niveau 3, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous reclassifier et ne serait-ce qu'à vous performer. L'intelligence artificielle ne va pas lire tout ça pour nous. C'est quoi le niveau 3 là, pour qu'on sache bien de quoi on parle? Niveau 3, ça veut dire être capable de lire quel genre de texte? Bon, ça prend un texte un peu plus complexe. Hein? Donc, vous êtes capable de lire les textes, etc. Mais c'est de faire les liens
quand vous êtes au niveau 2, par exemple, bon, vous avez 2 informations dans le texte, il faut faire les liens, prendre une distance et faire une analyse. Si vous n'avez pas atteint le niveau 3, c'est faisable, mais c'est très difficile. Alors, un exemple, si vous passez au cégep, par exemple, vous pourrez m'en parler tantôt, bien, ça prend le niveau 3 pour essayer à ce niveau d'études-là, d'atteindre donc une compréhension des textes qui vous sont soumis. C'est un peu comme la bicyclette. Plus on en fait, plus on devient performant. Alors, si au cours de vos années de vie, vous lisez de moins en moins, ben ça va avoir un impact majeur sur votre qualité de vie, votre qualité de citoyen, tout simplement aussi. Oui, Amélie? Absolument. Puis ça fait longtemps qu'on est au niveau 3, c'est-à-dire que même les données de PISA en 2015, celles de 2009 aussi, nous montraient ces données-là. Ce qui est différent, mettons, chez les jeunes, par exemple. Nos jeunes de 15 ans, en ce moment, ils sont nés en 2010. Ça, ce que ça veut dire, là, ça paraît évident, là, mais ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est la génération de l'écran, c'est les jeunes qui sont hyper connectés, et c'est un fait. On est dans cette société-là où 90 % des adolescents de 12 à 17 ans sont sur les médias sociaux tous les jours. OK? Et est-ce que ça influence leurs compétences Absolument, en littératie? Oui? Absolument, parce que ça influence la manière dont on décode l'information, notre capacité d'attention quand on décode justement cette information-là et les contenus qu'on lit. Alors, ce que ça fait, c'est que dans le milieu scolaire, les enseignants-enseignantes ont beaucoup plus de travail à faire pour capter cette attention-là afin de lire des œuvres littéraires intégrales, c'est-à-dire complètes. Pas nécessairement plus longues. On peut avoir des livres ou des romans qui sont de 90 pages, qui sont extrêmement denses. Mais l'idée, c'est, OK, aujourd'hui, est-ce que je suis capable de lire 2 pages, 5 pages, 10 pages? Si je suis obligée de relire plusieurs fois la même page, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est aussi ce que je consomme et ce que je fais dans ma vie de tous les jours, mon rapport. Comment est-ce que je meuble mon temps? Les jeunes passent en moyenne là, hors l'école, sur les médias sociaux, à peu près 11 heures par semaine. C'est énorme. Et ensuite, suivant ça, c'est 9 heures par semaine en jeux vidéo. En plus de 11 heures? En plus de 11 heures. Et là, on donc est rendu à 20 heures semaine. C'est une job à Mais c'est une temps job à partiel. temps. Fait que comment est-ce qu'on meuble le temps? Puis on a beau dire, oh, mais là, c'est la faute des enseignants. C'est aussi le nid familial. Qu'est-ce qu'on crée? Mais justement, là-dessus, Amélie, on l'a vu, puis André, puis les auditeurs, hein, d'ailleurs, je vous pose la question directement. Comment vous donnez, vous, le goût de la lecture aux jeunes qui vous entourent? Et si vous êtes un jeune qui nous écoutez, bien, appelez-nous pour nous dire comment vous nourrissez ça chez vous. Qui vous l'a donné, ce goût de la lecture? Moi, je veux savoir ça aussi. Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est entre jeunes? Vous faites des clubs de lecture? Mais d'où ça vous est venu? Des fois, ça devient aussi, tu le nourris parce que t'aimes ça vraiment. C'est un univers, la lecture. Tu rentres dans un texte. Moi, ça me fascine encore. J'écris et chaque fois que j'écris, j'ai un bonheur. Mais vous n'avez même pas imaginé le bonheur que ça me procure. Vous pouvez nous appeler au 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Amélie, qui est l'élément déclencheur souvent? Ah, il y en a plein. Souvent, ce qu'on va dire, c'est lors de la petite enfance, le rapport, par exemple, le rapport des parents à la lecture est très important. Donc, si on a des parents qui lisent en général, on va être plus porté à accorder de l'importance, par exemple, aux histoires qu'on raconte, les histoires, avant de dormir, etc., etc. Et ce plaisir, ce plaisir de lire, dont on parle souvent, va devenir un bonheur à long terme. OK? Et c'est là où il faut distinguer, je crois, la différence entre le plaisir de lire et le bonheur de lire. C'est ce que tu parlais, Isabelle, là, donc l'idée de s'évader, mais de manière autonome. Mm-hmm. Donc ça, c'est un bonheur qu'on va se donner, tandis que le plaisir est vraiment ponctuel. C'est-à-dire qu'on va essayer de rattraper les jeunes à l'école et de donner ce plaisir-là. OK, il faut se mettre dans le roman. Comment est-ce que j'amène mes élèves? Oui. Donc, on a des techniques, des gestes didactiques qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est de transformer ce plaisir-là en bonheur à long terme. C'est quand même complexe. C'est de le garder, finalement. Voilà. C'est-à-dire que le réflexe qu'on veut développer, André, chez nos jeunes, idéalement, il faut le garder. Je ne sais pas si nos auditeurs, vous l'avez gardé. Avez-vous été, quand vous étiez jeune, un amoureux de la lecture, ou en tout cas, vous êtes tombé là-dedans, puis vous vous êtes dit, c'est le fun, puis à mesure qu'on avance, le travail, les obligations familiales, la charge mentale, toutes sortes d'affaires qu'on a sur notre agenda,
ça devient de plus en plus difficile de trouver des moments. Beaucoup de gens le font au moment où ils se couchent, mais des fois, justement, parce que tu es fatigué, on vient de parler du sommeil, on n'a pas forcément la même attention. Tout à fait. Puis lire pour le plaisir ou pour le bonheur, c'est pas non plus avoir un niveau de littératie forcément. Il y a tellement d'enjeux, finalement. Je pense que le rôle des parents est fondamental. Nous, à la Fondation pour l'alphabétisation, on a un programme qui s'appelle la lecture en cadeau. Oui. Alors, on distribue des livres qui sont donnés par des livres neufs, achetés par des gens du Québec à travers la province, et on distribue entre 150 et 175 000 livres aux enfants vivant en milieu dit défavorisé. Et ça, je pense qu'il faut saluer ce programme de votre Fondation. Franchement, là, c'est tellement important. Oui, parce que effectivement, quand on remet les livres à des enfants, via le réseau scolaire, etc., les garderies, etc., ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour un enfant qui reçoit un livre neuf dans lequel il peut mettre son nom, c'est un événement majeur dans sa vie. Mais il va être encore majeur, d'autant plus que les parents peuvent, avec lui ou avec elle, être capables non seulement de partager le goût de la lecture, mais d'aller à la bibliothèque, soit scolaire ou dans les bibliothèques. On a un très beau réseau de bibliothèques à travers la province, ou encore dans les librairies. Moi, je vois souvent des gens dans les librairies. J'ai toujours un œil un peu du côté de la section des enfants. Et à ce moment-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les parents sont là avec des enfants, ils achètent des livres, etc., puis ils partagent cette expérience-là avec les enfants. Et dans le fond, l'enfant devient une espèce de héros. Et il faut le supporter là-dedans parce que, oui, ça fait difficile. Il faut supporter nos libraires aussi. Je vous entends parler des librairies. Je peux vous dire, on en voit qui ferment. Je disais qu'il y avait Moisan, là, qui est une épicerie à Québec, qui va fermer. Puis ça me faisait penser à tout ce qui ferme, que ce soit le petit dépanneur, la petite épicerie, le libraire. Il y en a toutes les semaines, encore dernièrement, il y en avait qui fermaient, qui disaient on n'est juste plus capable de vivre avec ça. Puis je trouve ça dommage parce que ça prend des lieux aussi. Puis effectivement, dans une librairie, d'abord, allez-y comme parents, vous allez vous apercevoir non seulement de la quantité de livres pour les jeunes, de tout âge, mais aussi de la qualité. Et je me rends compte qu'au Québec, par rapport à ma génération à moi, on a beaucoup accès maintenant à des livres, toutes sortes de livres, etc. Et les parents, en participant à cet achat-là, en supportant les enfants, ça fait en sorte que pour eux, ça devient un plaisir de lire. Et c'est ça qui est important. Mais à la rigueur, on a encore le pouvoir sur les plus jeunes, mais vers l'adolescence, puis là, quand t'es rendu au cégep, puis là, Amélie, vous allez nous en parler, là, ça se perd un peu. Dites-moi si vous avez trouvé des façons, vous, de donner le goût de la lecture à vos jeunes. Est-ce que vous l'avez vous-même? Est-ce que vous pourriez être un modèle inspirant? Qu'est-ce que vous lisez? Parlez-moi de lecture. C'est ça qu'on fait ce matin, en ce moment. 1-877-827-2347. Par texto, vous pouvez m'écrire en faisant le 187 Cube Radio. À tout de suite, tout le monde.